coordinateur du diplôme universitaire de chirurgie robotique qui va maintenant s'attacher à montrer les changements induits par cette évolution et leurs conséquences. Vous avez 7 minutes, professeur. Monsieur le Président, je vais m'appuyer sur des diapositives et puis deux petites vidéos pour essayer d'expliquer l'introduction de la chirurgie robotique, qui est, à mon sens, qu'une nouvelle étape dans l'évolution. Je ne sais pas de quoi sera constituée la chirurgie dans 20 ans, mais j'ai eu la chance de voir un petit peu son évolution sur les dernières années. Juste... Ma petite télécommande ne fonctionne pas. Si. On est passé de la chirurgie ouverte. Vous avez en haut à droite les premières interventions chirurgicales urologiques qui avaient été faites au XVe siècle, les interventions sur le calcul de la vessie. C'était bien sûr fait à vif avec des aides qui étaient choisies pour leurs muscles pour tenir les patients sur la table d'opération. Marin Marais avait fait une pièce musicale sur cette intervention. C'est le seul cas d'intervention mise en musique et décrivant un petit peu l'état d'esprit du futur opéré. Donc la chirurgie ouverte a fait de gros progrès. Je suis désolé, voilà. On continue encore à la pratiquer régulièrement, mais là le chirurgien est à côté du patient avec les mains dans la plaie opératoire. L'étape suivante a été la celluliochirurgie. On peut souligner que cette celluliochirurgie a été développée pour la première fois par un Français, un Lyonnais, et donc ça a été considéré par les Américains comme une nouvelle révolution française. Et la robotique, chirurgie robotique, on n'a pas rappelé que le mot robot vient du tchèque, robota, qui veut dire travail, et qui était censé soulager l'homme de certaines tâches qui étaient pénibles. Donc chirurgie robotique, il faut quand même préciser que voilà le robot actuel, c'est le seul actuellement disponible sur le marché. C'est un télémanipulateur, c'est pas un robot tel qu'on l'a entendu ce matin. C'est le chirurgien qui manipule des manettes et l'interface informatique permet d'optimiser son geste. Voici une salle d'opération avec le robot qui est en action. Vous avez le chirurgien qui est à la console. Vous voyez, il a les yeux plongés dans un système binoculaire qui lui donne une vision 3D. Il a des manettes au niveau de ses mains qui lui permettent de commander à distance les instruments et les outils endocorporels. Donc, à ses pieds, il a différentes pédales de commande également, et il est très dépendant aussi du reste de son équipe, donc un assistant et une infirmière de bloc opératoire. Vous allez voir les mouvements du robot qui sont assez spectaculaires. À l'extérieur, ils sont très importants, mais qui se traduisent par des mouvements qui sont millimétriques au contact des organes dans le corps. Et vous voyez ici l'image de ce que représentent ces instruments qui permettent une précision extrême, en tout cas qu'on ne connaissait pas ni en chirurgie ouverte et a fortiori en celluliochirurgie jusqu'à présent. L'apport du robot, c'est considérable pour nous, c'est une vision tridimensionnelle, c'est des articulations endocorporelles, on récupère les mouvements de liberté de notre membre supérieur, on a une démultiplication, c'est-à-dire qu'on peut, un mouvement de 5 cm à la console se traduit par un mouvement de 1 cm en endocorporel, on a une ergonomie, vous avez que le chirurgien est assis et il n'a plus peur d'avoir opéré pendant 4 ou 5 heures, puisque 4 ou 5 heures en position debout avec les bras soulevés, c'est parfois assez difficile. Les avantages visibles, ce sont ceux de la celluliochirurgie, c'est-à-dire la chirurgie par des petits trous de serrure. Des avantages sont invisibles, c'est l'habileté, notamment l'habileté qui est récupérée par le chirurgien dans ses gestes et la façon dont il peut transmettre son expérience de chirurgie ouverte beaucoup plus facilement à la chirurgie endocorporelle. Les robots, il n'y en a qu'un seul actuellement sur le marché. Au départ, il y avait 2 sociétés, Computer Motion et Intuitive Surgical. Intuitive Surgical a racheté Computer Motion et a arrêté la commercialisation. Vous avez ensuite ce premier robot auquel on a greffé un 4e bras, le DaVinci S, ensuite le DaVinci SI, puis auquel on a mis 2 consoles. Donc c'est un instrument qui est assez extraordinaire. Oui. Et le dernier, c'est le XI. Et là, on retrouve le tarif de ce XI, c'est 2,2 millions. Donc, comme ça a été évoqué tout à l'heure, c'est manifestement plus lié au problème du matériel, mais plutôt à son utilisation. La machine ne coûte probablement à production pas ce tarif-là. Ce qui est important de voir aussi, c'est l'évolution des indications. Ce qui est en bleu, c'est la chirurgie urologique qui a été vraiment la pionnière dans la matière. Ce qui est en rouge, c'est la chirurgie gynécologique. Actuellement, il y a beaucoup plus d'interventions gynécologiques réalisées aux États-Unis et ça vient tout doucement en Europe que d'urologie. Ça se développe aussi dans d'autres spécialités, la chirurgie
digestive, la chirurgie thoracique, une spécialité qu'on n'attendait pas trop, qui est la chirurgie ORL, c'est la chirurgie endobuccale, donc par la bouche pour traiter des cancers de l'arrière-gorge. Voilà l'évolution des robots sur les 15 dernières années. Lorsque nous avons eu la chance d'avoir notre premier robot en 2000, il y avait 15 robots en Europe, 15 robots aux États-Unis. Actuellement, il y en a plus de 2300 aux États-Unis. Il y en a à peu près 90 en France actuellement. Voilà la répartition des robots sur le territoire français actuellement. Donc un petit peu partout maintenant. Tous les CHU ne sont pas équipés. Il y a des gros établissements privés qui sont équipés et des établissements privés à but non lucratif. Donc se pose aussi maintenant le problème peut-être de la formation, et on aura l'occasion d'y revenir, j'espère, dans la troisième session, parce que ça a l'air très facile, cette chirurgie. Vous voyez ces instruments qui bougent, qui reproduisent vraiment les mouvements des mains du chirurgien. Quand on voit les courbes d'apprentissage, ici c'est la durée opératoire en fonction de l'expérience du chirurgien entre la première intervention et les interventions suivantes. Vous voyez que les 20-30 premières interventions posent problème parce qu'elles ont duré entre 2 et 5 fois plus longtemps que l'intervention qui est faite une fois qu'il en a réalisé 40 ou 50 et qu'il a assuré sa formation. Donc là, il y a véritablement un problème éthique, peut-être un problème juridique également qu'on pourra évoquer. Cette formation actuellement mérite certainement d'être... C'est une question sur laquelle il faut se pencher. Vous voyez, le chirurgien qui doit apprendre, donc en bas à gauche, il a la tête plongée dans la console, donc il ne voit pas ce qui se passe autour de lui. Donc 80% de l'information qui circule par voie visuelle habituellement disparaît. C'est uniquement la voie auditive qui doit être utilisée. L'utilisation des manettes, la position des bras, l'utilisation des pédales, c'est pas intuitif. Quoi qu'en dise la société, il y a un apprentissage, comme quand vous faites le permis de conduire. Il faut apprendre à savoir quels sont les mouvements que vous voulez faire pour changer de vitesse, où sont vos essuie-glaces, etc. Là aussi, en robotique, il y a un apprentissage qui mérite d'être amélioré et on en reparlera. Très bien. Écoutez, je vous remercie, professeur, pour cet exposé. Vous interviendrez d'ailleurs dans la troisième table ronde pour évoquer les implications juridiques de ces développements. Nous allons à présent conclure cette table ronde en abordant un autre aspect important de la robotique, c'est la disparition des frontières entre l'homme et la machine. Et contrairement à ce que nous pourrions croire, c'est un sujet qui peut nous concerner tous dès aujourd'hui. Il touche déjà des personnes équipées d'un simulateur cardiaque ou pacemaker, mais aussi et elles sont nombreuses, de plus en plus dépendantes de cet appendice de l'humain qu'est devenu le téléphone portable, la tablette, l'ordinateur en général, auquel nous confions une part de plus importante de nos informations les plus sensibles et les plus personnelles. Celui qui va nous en parler, c'est Nicolas